Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde qui va traiter du sujet des contaminations d'origine microbienne en industrie agroalimentaire et surtout comment éviter les non-conformités. Donc permettez-moi rapidement de me présenter. Tout le monde entend bien avec les casques? On est bon? Très bien. Donc François Baglinière de Biotech Santé Bretagne, un centre d'innovation technologique situé à Rennes. Je suis chargé de projet en agro-industrie et transition alimentaire et j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir accueillir Christophe Fermont du centre technique de l'Adria, Wilfried Ablin de la jeune entreprise Microbe qui est spécialisée dans le diagnostic microbiologique et Sandra Gablin de la société Hydrachim spécialisée dans le nettoyage et la désinfection. Hop là. Donc très rapidement, Biotech Santé Bretagne, pour vous expliquer pourquoi on anime aujourd'hui une table ronde. Donc on est un centre d'innovation technologique, comme je viens de vous le dire précédemment, qui est situé à Rennes. On intervient sur deux filières, la biotechnologie et la santé, à travers 7 marchés identifiés: l'éco-industrie, l'agro-industrie, la nutrition santé, la cosmétique, la biotech pharma, les technologies médicales et la e-santé. Donc qu'est-ce que peut vous apporter Biotech Santé Bretagne? Très brièvement, en fait, nous, tout ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait des projets d'innovation qui restent dans les fonds de tiroir et qui ne trouvent jamais le jour. Et on est là pour accompagner les personnes qui ont certains besoins pour l'innovation. Donc une des priorités déjà, c'est on est là pour donner des conseils technologiques, réglementaires et marchés, mettre en relation avec différents partenaires, industriels ou académiques, dans les cas où nous n'avons pas les compétences en interne. Tous nos chargés de projet ont de nombreuses compétences en ingénierie de projet par rapport aux 7 marchés que je viens de vous présenter. Nous sommes là aussi pour faire des études de faisabilité. Beaucoup de fois aussi identifier des financements qui vous permettraient justement de pouvoir mener à bien votre projet d'innovation. Pour les personnes qui adhèrent à Biotech Santé Bretagne, ils ont la possibilité d'avoir accès à notre veille et notre recherche documentaire assez fournie, que ce soit scientifique, technique et réglementaire. Et nous avons une équipe aussi pour vous accompagner à l'international, que ce soit l'Europe ou le reste de l'Europe, hors UE, pardon. Et un point qui est extrêmement important, et ce pourquoi Biotech Santé Bretagne est ici aujourd'hui, et pour animer cette table ronde, c'est que nous valorisons les acteurs de l'innovation comme l'Adria et les entreprises innovantes comme Microbes et Hydrachim. Donc rapidement, je vais laisser Christophe, Wilfried et Sandra se présenter, mais avant tout, juste pour vous expliquer cette table ronde, dans un premier temps, Christophe va traiter des différentes sources de contamination en IAA pour essayer vraiment de voir, voilà, vous expliquer un petit peu quelles sont les sources les plus problématiques et les plus fréquentes. Wilfried vous fera un petit speech sur les nouvelles méthodes de diagnostic microbiologique et surtout les besoins qu'on a actuellement en agroalimentaire. Il faut savoir que ça fait des années qu'on utilise la boîte de pétri. Il y a une nouvelle façon de regarder et on a maintenant la possibilité d'avoir des outils performants comme Microbes pour arriver à ce genre de choses. Et ensuite, Sandra vous parlera des solutions de nettoyage et désinfection en industrie agroalimentaire. Donc Christophe, je vais te laisser te présenter rapidement. Je te laisse prendre le micro. Oui, bonjour à tous. Adria Food Expertise. Donc Adria, c'est une association pour le développement de la recherche en industrie agroalimentaire. Nous sommes basés à Quimper. C'est une association qui a un peu plus de 50 ans, association d'industriels, dirigée par notre directrice générale Nadia Leden, qui n'est pas encore arrivée, et donc par un directoire composé d'industriels. Nos activités vont suivre un petit peu le cycle de l'eau du produit, c'est-à-dire qu'on a une activité de R&D sur la conception des produits, process, emballage. En général, c'est le triptyque qu'on considère systématiquement. C'est-à-dire que si on bouge un des paramètres, le produit, il faut généralement s'occuper aussi de l'emballage et du procédé. Une activité beaucoup en usine, des gens de terrain, je dirais, donc beaucoup en usine sur les aspects diagnostiques sur des problématiques de conception, sur des problématiques d'organisation, sur des problématiques d'accompagnement aussi de projets de R&D, par exemple. Et puis une activité importante également dans le domaine de la maîtrise de la qualité, quand je dis qualité et sécurité des aliments. Donc aussi bien sur les aspects de certification, aussi bien sur les aspects microbiologiques, parce qu'on a un laboratoire important d'expertise en microbiologie, et puis transversalement à tout ça, tout au long de ces activités-là, on a des activités de formation, c'est assez bien connu pour ça aussi au niveau de l'Adria, de formation dans tous les domaines, que ce soit de la conception, effectivement, de l'usine en production ou de la qualité.
J'ai pas dû dépasser 3 minutes. Hein. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Christophe. Je vais laisser la parole à Wilfried pour la présentation de Microbes. Merci François de m'avoir invité à cette conférence. Bonjour à tous. Donc, je suis Wilfried Ablin, le président fondateur d'une jeune entreprise rennaise qui s'appelle Microbes. Et nous, notre spécialité, c'est de développer des tests de diagnostic ultra rapides. Donc, je vous dévoilerai tout à l'heure ce que veut dire ultra rapide pour Microbes. On a moins d'activités que l'Adria, donc je vais plus parler de moi que de la société. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le développement d'outils de diagnostic microbiologique pour l'industrie, food, pharma, cosmétique. Je suis biologiste moléculaire de formation. Et en 2015, il y a 7 ans maintenant, j'ai créé la société Microbes pour satisfaire un besoin pour répondre à un besoin non satisfait de l'industrie agroalimentaire, food et cosmétique et pharmaceutique également. Donc je parlerai de ça tout à l'heure. Merci beaucoup Wilfried. Je vais laisser la parole à Sandra pour présenter rapidement Hydrachim. Merci François. Donc Sandra Gablin, donc je suis directrice générale de la société Hydrachim. Donc Hydrachim fait partie du groupe français IDEO, donc une société familiale française et bretonne située autour de la région rennaise. On a 2 pôles d'expertise, un pôle alimentaire. Donc on est aussi nous une industrie agroalimentaire puisqu'on fabrique aussi des produits alimentaires. Et un pôle d'expertise chimie, donc avec la société Hydrachim. Donc on est formulateur, fabricant de produits détergents et de produits biocides, de produits désinfectants. Et donc on intervient sur l'agroalimentaire est un de nos marchés. Donc on intervient en partenariat avec les industriels de l'agroalimentaire. On est des apporteurs de solutions. On va faire des diagnostics d'hygiène avec les services qualité, avec les industriels pour essayer d'optimiser leur process d'hygiène, de nettoyage, donc avec une équipe d'experts sur le territoire français qui va accompagner, auditer et faire des préconisations sur l'utilisation des produits détergents et désinfectants, donc dans tous les domaines de l'agroalimentaire, en passant par la viande, la charcuterie, tous les domaines qu'on peut avoir. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer d'apporter des solutions de sécurité alimentaire par le nettoyage et la désinfection. Et on verra dans le détail tout à l'heure qu'on ne fait pas que vendre des produits détergents, on va beaucoup plus loin dans notre démarche. Exactement, merci Sandra. Nous y reviendrons tout à l'heure en troisième partie. Je vais donc laisser Christophe intervenir sur cette première partie. Je vais mettre... C'est un petit problème. La deuxième présentation. Pas de souci. Je vais le mimer. Le numéro 2, s'il vous plaît. Voilà, même si je sais, Christophe, que tu aurais pu la faire sans support. J'avais pas grand chose à commenter. Là, je te laisse la parole. Même la suite, j'aurais pu le mimer. D'accord. Bon, donc, je laisse Christophe vous parler de cette première partie sur les sources de contamination et vous serez invité à lui poser des questions à la fin de sa présentation. Je fais avec ça, c'est ça? Ouais. Plus un petit moins. Ok. Bon, c'est une présentation assez rapide. On a 7-8 minutes, je crois, c'est ça? Donc on va tâcher d'être dans les temps. Notre thématique, c'est la maîtrise des risques de contamination croisée. Donc les risques de contamination croisée, eh bien, ça se produit toujours entre 3 éléments. Il y a une source, il y a une source qu'il faut déjà identifier. Il y a des vecteurs et il y a un récepteur. Jusque-là, tout va bien, c'est pas trop compliqué. Ça paraît simple comme ça, mais déjà identifier des sources, ça peut déjà être une problématique relativement importante. Alors, la problématique, elle vient d'où? C'est pas un schéma très compliqué, vous auriez presque tous pu le faire. Dans une usine, il y a tout un tas de choses qui rentrent, et il y a tout un tas de gens qui rentrent, et il y a tout un tas de choses qui sortent, et il y a tout un tas de gens qui sortent. Et puis il y a des choses qu'on ne doit absolument pas laisser rentrer, ce qui est symbolisé en haut, entre autres. Les contaminations croisées, effectivement, potentiellement, elles sont déjà là. Déjà, vous avez une matière première, il y a déjà des contaminations endogènes, qui peuvent être une source de contamination croisée puisqu'elles vont être manipulées, parce qu'elles vont se retrouver sur les surfaces, parce que les surfaces vont être balayées par l'air, etc. Donc, on a déjà à ce niveau-là un certain nombre de problématiques.
qu'est-ce qu'on rencontre assez fréquemment? Des contaminations aussi issues tout simplement dans les vestiaires. On a des gens qui rentrent, on a des gens de production, on a des gens de maintenance, on a des gens de l'extérieur qui passent tous par le même endroit. Pas toujours par le même sas, mais tous par le même endroit au départ. Et donc déjà, là, à ce niveau-là, on peut se poser un certain nombre de questions. Pareil pour l'entrée d'un nouveau matériel, pareil pour l'entrée de produits auxiliaires, pareil pour l'entrée d'air, qui peut être un des vecteurs aussi importants, un apporteur, une source, mais aussi un vecteur important de contamination. Donc jusque-là, on gère ça en général pas trop mal aujourd'hui dans nos industries agroalimentaires. Il y a toujours des choses qui sont améliorables, mais globalement, c'est beaucoup de choses qui se sont grandement améliorées ces dernières années dans ce domaine-là. Là où ça se complique, c'est souvent dans l'usine. Donc dans l'usine, j'ai mis ici un schéma que j'ai emprunté à EHEDG, c'est le groupement européen pour la conception hygiénique des équipements, dont je salue le secrétaire de l'association française ici présent. J'ai bien fait de le mettre. Bon. Donc dans l'usine, qu'est-ce qui se passe? Dans l'usine, on a pareil, on a de la matière première, on a de la formulation, on a de la transformation, on a des emballages, on a des bonnes pratiques d'hygiène à respecter, etc. Et ici, on peut rencontrer, alors qu'est-ce qu'on rencontre souvent comme difficulté? Dans les contaminations croisées, c'est effectivement une des grosses problématiques qu'on va rencontrer, bien sûr, c'est le personnel. Ça, on sait aujourd'hui assez bien gérer ça, des bonnes pratiques d'hygiène, des formations qu'il faut toujours remettre sur le tas, les procédures de lavage des mains, les habillements, enfin, voilà, tout ce qui concerne ces procédures d'entrée et de sortie dans l'usine. Autre grosse problématique, le nettoyage, la désinfection, on en reparlera un peu plus profondément tout à l'heure. On voit encore très souvent des grosses problématiques dans la maîtrise des opérations de nettoyage, de désinfection. Et ça, c'est un facteur important parce que la propreté de surface, c'est typiquement un vecteur de contamination. Si cette surface n'est pas propre, elle va se transférer au produit, elle va se transférer éventuellement aux mains des opérateurs. Donc c'est une source très importante, la propreté de surface, pour la maîtrise de ces contaminations-là. Et puis la qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est essentiel parce que souvent c'est un facteur un peu négligé ou pas très bien maîtrisé. Parce qu'on connaît moins bien ça, parce que ce n'est pas notre métier de traiter de l'air plutôt que de transformer de l'agroalimentaire. Donc là, c'est vrai que quand on est amené à intervenir sur ce genre de contamination, on va toujours vérifier les flux d'air, vérifier le traitement d'air en amont. On rentre dans la CTA, on va regarder comment elle est équipée, en quel type de filtration, quel type de nettoyage, quel type d'entretien, etc. Est-ce qu'on a des condensats au sol, etc. Donc l'air peut être un vecteur important. Au-delà de ça, j'ai parlé de l'air ambiant, on a aussi l'air comprimé. L'air comprimé, il est partout dans les usines, donc il sert souvent de vecteur, il est parfois directement en contact avec les emballages ou avec la matière première. La vapeur peut être un élément aussi important à vérifier. Donc on a effectivement et puis les flux. Les flux qui sont importants, et j'en ai oublié un important, c'est les flux, les évacuations d'eau. Les évacuations d'eau, les égouts, qui sont une des sources de contamination qu'on rencontre plus fréquemment qu'on ne le croit, parce qu'elles ne sont pas toujours bien conçues, déjà, ces évacuations-là. Donc on a de la stagnation à l'intérieur, parce que aussi on oublie de les nettoyer, clairement, ou alors on balance dedans, on pousse à l'eau et on oublie de vider la grille. Et donc 2 jours après, c'est toujours les mêmes salissures à l'intérieur. Donc là, on a un joli bouillon. Et puis aussi parce qu'on a des salles qui peuvent être en dépression. Donc on aspire les égouts, il ne faut pas l'oublier. Donc si on a une contamination dans les égouts, ça va se retrouver dans l'atelier. Pour certains ateliers sensibles qui sont en dépression par rapport à l'extérieur. Et également les cas un peu plus rares, mais qui arrivent quand même, parce que c'est des cas qu'on a vécu, avec des modifications de fonction des ateliers, ou des modifications de cloison même des ateliers. C'est-à-dire qu'on avait une évacuation qui était conçue pour aller suivant la marche en avant, donc du plus sale du plus propre vers le plus sale, sinon ça ne marche pas, du plus propre vers le plus sale, et on s'est aperçu qu'on a fait des modifications de cloison et qu'on se retrouve avec des flux qui sont complètement à l'envers. Et donc des contaminations qui viennent vraiment clairement d'une bouche à l'autre, qui se transmettent. Et donc, qui vont contaminer la pièce dans laquelle ça se trouve. Alors, les principales problématiques qu'on rencontre, alors ça, c'est des données purement internes de chez nous, quand on est confronté à des problématiques comme ça. 80% des problématiques de contamination, en fait, c'est des fleurs d'altération. 80% de ce qu'on rencontre, c'est des problèmes. Et encore, quand je dis 80%, je pense que c'est un peu minimisé.
Mais par contre, 80% des préoccupations des responsables qualité, c'est les fleurs pathogènes. Forcément, c'est un peu logique, parce que c'est quand même ça qui est le plus dangereux pour le consommateur. Mais ce qu'on rencontre dans la grande majorité des cas, c'est quand même des fleurs d'altération. Alors, ce sont très fleurs d'altération, vous les connaissez, c'est extrêmement varié. Bactéries lactiques, souvent en premier lieu, les pseudos sur les viandes, et les fleurs fongiques. Donc, fleurs fongiques dont on parle un peu moins, qu'on connaît moins souvent, levures, moisissures, qui sont des fleurs vraiment très importantes dans les de contamination qu'on peut rencontrer, avec des levures qui sont parfois des bêtes de course qui se développent à des pH très acides, enfin des choses comme ça, et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Souvent avec des matières premières qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser avant, parce qu'on est dans la transition alimentaire aussi. Donc on se met à utiliser plus de végétaux, des algues, enfin, etc. Donc des matrices qu'on connaît peut-être moins que ce qu'on faisait avant, et donc on se retrouve avec ces problématiques-là. Et donc, fleurs pathogènes, j'ai 80% des préoccupations. Bah oui, c'est encore l'actualité régulièrement nous en ressort. Évidemment, Listeria mono, évidemment Salmonelle, Campylobacter, Bacillus cereus, etc. Donc, on a effectivement là-dessus une activité qui peut être importante aussi. Je termine. Je ne sais pas trop où j'en suis en chrono, parce que je n'ai pas regardé. Non, tu es très bien, Christophe. Tu peux continuer. Je savais. Mais merci. Donc. Ce que j'ai mis là, cette illustration que je mets là, c'est pour dire qu'effectivement, ce qui est important pour maîtriser ces contaminations croisées, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on a contaminé. Où est-ce qu'on a contaminé, par quoi, par comment. Donc, cartographier ces lignes de production, c'est vraiment des interventions qu'on fait assez régulièrement. Avoir déjà cette histoire, savoir à quel endroit ça se passe, cette contamination, à quel endroit elle se produit sur une ligne de production. Si ce n'est pas lié à la matière première, ça peut tout à fait venir en cours de production, ça peut venir après un mauvais nettoyage, etc. etc. Et au-delà de la cartographie, on va aussi jusqu'à l'identification quand on a besoin. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Pas seulement savoir que c'est Listeria mono, mais quelle souche, au niveau du typage, jusqu'où on peut aller, parce que ça nous donne aussi d'historique. Si on a des contaminations qui se réitèrent, et on voit le cas assez régulièrement, que ce soit des salmos, des choses comme ça, on a des bactéries qui peuvent rester dans une usine pendant des années. Si on n'a pas l'historique au départ, on n'est pas sûr que ce soit la même. Et donc ça, c'est intéressant d'aller jusqu'à ce niveau-là. Voilà, et je crois, oui, bon voilà, le 360 de la sécurité alimentaire, c'est pour dire que, en fait, les histoires de contamination, que ce soit l'identification des sources, des vecteurs, etc., il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de forcément très compliqué, mais c'est l'ensemble qui est compliqué. C'est la maîtrise de tous ces détails, c'est la coordination de tout ça, c'est l'organisation de tout ça. Et si on veut arriver effectivement à des choses à une certaine sécurité, on a à travailler sur toute cette roue-là, sur tout ce cycle-là. Et quand on lit tout, on se dit, ouais, il y a quand même du boulot, quoi. Bon, ben voilà, ça c'est le nôtre. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup, Christophe. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser à Christophe. Non? Bon, bah, écoutez, moi, Christophe, j'en ai quelques-unes pour toi. Je me permets. Justement, par rapport à ce que tu venais de dire sur les matières premières, le process, le personnel, l'emballage, est-ce qu'il n'y en a pas un peut-être plus problématique que les autres, qui est peut-être celui où on peut avoir le plus d'action, le plus de... Ça, c'est pas une question facile parce que on rencontre tous les cas. Il y a des cas où effectivement on s'aperçoit que dans les matières premières, il y a des choses qui ne sont pas forcément checkées systématiquement. Parce qu'on n'identifie pas forcément d'aller chercher une levure dans des cornichons. Voilà. Donc parfois on peut avoir ce problème-là. Mais les principaux problèmes, on va dire les choses sur lesquelles on intervient peut-être le plus souvent, c'est aussi bien l'aspect conception hygiénique que j'associe au nettoyage de la désinfection. Voilà, les deux ensemble. La maîtrise de la conception hygiénique des équipements et du nettoyage de désinfection. Et puis la qualité de l'air. D'accord. Pour moi, c'est ceux sur lesquels... après, bien sûr, il y a de bonnes pratiques d'hygiène, il y a le personnel, il y a la formation, mais ça, c'est des choses qui se gèrent un peu plus facilement. Et à ces niveaux-là, c'est pas simple. D'accord. Et merci beaucoup, Christophe. Toujours pas de questions Il n'y a pas quelqu'un, normalement, pour vous passer un micro? C'était... Bonjour.
J'avais une petite question. Vous parliez beaucoup des flores d'altération. Est-ce que ces flores, justement, par rapport aux problématiques qu'elles peuvent engendrer, ne devraient pas être intégrées, par exemple, dans les critères de la FCD? Parce que les critères de la FCD restent relativement généraux, avec de la flore totale, de la flore lactique. Est-ce que maintenant que les techniques sont un peu plus poussées, justement, qui permettent un peu plus d'identification, est-ce que, du coup, il ne devrait pas y avoir une réflexion pour les intégrer un peu plus dans justement ces critères qui sont relativement généraux, à part pour les pathogènes? Alors, est-ce que ça devrait c'est pas moi qui devrais le dire, parce que c'est vos clients, hein, voilà, c'est la grande distribution qui les fixe. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on pourrait aller plus loin, largement plus loin dans les critères de la FCD, mais vous donnez presque le bâton pour vous faire battre, là. Mais ceci étant... Ceci étant, oui, vous avez raison. Après, c'est votre cas aussi. Vous définissez aussi vos fleurs d'intérêt, vos germes d'intérêt, vous les connaissez, donc vous travaillez dessus. Chacune des entreprises, je veux dire, le fait, même que ça soit FCD ou pas. Mais c'est vrai qu'on constate aussi que même dans les audits qui peuvent être faits par les audits IFS ou BRC, on passe souvent à côté de ces fleurs qui sont parfois un peu exotiques. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Merci. Bonjour, moi ma question elle porte plus sur, d'un point de vue industriel, on a tendance au niveau de l'industrie à se baser sur un historique. Hein, on a vécu ça et on a vécu des scandales récemment avec Buitoni, avec Lactalis, où on découvre de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en préventif pour éviter tous ces scandales? Le préventif, il est un peu là. Hein. C'est vrai que d'un point de vue industriel, c'est les trois, c'est ceux en gauche, à droite et en bas à droite. Et c'est tellement large d'un point de vue industriel. Ouais, c'est extrêmement large. Après, qu'est-ce qu'il est possible? Ça fait partie des choses que voilà, vous prêchez pour ma paroisse. Hein, j'allais dire, c'est des choses qu'on préconise effectivement de faire du préventif, c'est évident. Maintenant, quand on dit que quand on passe de 4-5 heures de nettoyage par jour à 2 heures et qu'on dit ça va le faire, voilà, là j'y peux rien. Hein, au bout d'un moment ça casse. Ça c'est des choses qu'on a connues avec les exemples qu'on vient de citer. Chez Lactalis, c'est encore un peu différent. C'est vrai qu'on sait que c'est des souches qui ont contaminé, qui avaient déjà un historique aussi ancien dans la maison, qui avaient un peu disparu parce qu'on n'y touchait pas. Et puis quand on a fait des travaux, c'est ressorti. Donc c'est vrai qu'il faut penser qu'effectivement toute modification d'un atelier, toute modification d'un process, ça peut engendrer, ça peut aller toucher des secteurs qu'on avait un peu où tout se passait bien jusqu'à présent. Et donc il faut faire attention à ces aspects-là aussi. Je peux peut-être compléter cette. Je t'en prie, Sandra. Pour répondre à la question, c'est aussi peut-être avoir un œil neuf. Vous parliez d'habitude justement en industrie et nous c'est souvent ce qu'on voit. Les industriels sont habitués, ils ont un prestataire. Alors pour ma partie d'hygiène et désinfection, la solution c'est peut-être aussi d'avoir un œil neuf. Alors par des audits, des prestataires, des formations, pour avoir quelqu'un d'extérieur à la société qui lui aura un œil différent et peut-être des choses de bon sens qui sont plus faites et qui seront remises en place sur la partie hygiène notamment. Merci beaucoup pour vos questions. Vu le timing, on va passer à la présentation de Wilfried. Vous pourrez, si on a encore un petit peu de temps à la fin, poser des questions à l'ensemble des intervenants. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que je masque quelqu'un? Non. T'as la télécommande, excuse-moi. Donc moi, je vais essayer de vous parler du diagnostic microbiologique en industrie agroalimentaire et notamment comment prévenir les non-conformités. C'est bon là? Alors, les méthodes qui sont à disposition aujourd'hui sur le marché, on peut les qualifier de méthodes précises. En tout cas, elles font le job. Ça fait longtemps qu'elles sont là et elles semblent bien fonctionner. Par contre, elles ont le fâcheux inconvénient de présenter des délais d'obtention des résultats relativement longs, en tout cas découplés
de l'attente de la production, c'est-à-dire qu'on a le résultat après la production. Et ça nécessite des procédés souvent complexes et parfois coûteux pour la mise en place. Si on reprend schématiquement le mode de fonctionnement d'une usine, donc on a une première zone de quarantaine, une zone de production, une zone de stockage. Donc les matières premières vont arriver dans la zone de quarantaine. Elles vont subir un premier contrôle. Si on recherche les levures moisissures, on va attendre 2 à 7 jours. On va vérifier la qualité microbiologique de ces matières premières. Si elles sont conformes, elles vont rentrer en ligne de production, elles vont être conditionnées, puis les produits finis à leur tour vont subir une deuxième quarantaine dans la zone de stockage pendant 2 à 7 jours pour les mêmes raisons. Ça veut dire que pendant 2 à 7 jours, les produits attendent dans un hangar avant de pouvoir être commercialisés, donc on ne gagne pas d'argent. Et surtout, ça veut dire qu'on ne sait que 2 à 7 jours après qu'on a bien ou mal travaillé. Donc quand on interroge les industriels, et ça fait une centaine d'années maintenant qu'on est dans cette course-là, ce qu'ils veulent, c'est réduire les quarantaines pour accélérer les temps de libération des produits sur le marché. Donc nous, fournisseurs de kits ou de méthodes, on s'est penché sur la question. Et aujourd'hui, il existe en gros 2 grosses catégories de méthodes d'analyse sur le marché. Les méthodes dites traditionnelles ou compendiales, qui en gros un historique de Pasteur plus ou moins modernisé. Donc il y a plusieurs acteurs, vous les connaissez tous, autour des boîtes de pétri et autres. Puis des méthodes dites rapides, qui sont plutôt basées sur des méthodes ATP-métrie, dosage du CO2 ou cytométrie en flux. Mais après 25 années d'existence de ces méthodes dites rapides, il n'y a que 20% du marché qui a switché. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt finalement du marché d'avoir des méthodes rapides alors qu'elles sont disponibles, personne ne les utilise. Enfin en tout cas, 20% seulement les utilisent. Pourquoi ? C'est parce que avec ces méthodes, on a toujours la zone de stockage et on sait plus rapidement qu'on est contaminé, mais en même temps, quand on est contaminé, c'est trop tard. On subit la non-conformité, on la constate. Et donc, moi, ce que je vous invite à regarder, c'est est-ce que... Alors, aujourd'hui, on fait comme ça parce qu'il n'y avait pas de méthode avant pour faire autrement. Donc, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Maintenant, moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est de voir si on pouvait éviter ces non-conformités, les prévenir. Donc, si on s'intéresse à l'origine de ces non-conformités d'origine microbiologique, 15% de ces non-conformités viennent d'une contamination par l'opérateur ou un défaut d'asepsie lors du remplissage de Tetra Pak qui est mal vissé ou quelque chose comme ça. Donc ça, on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que 85% de ces non-conformités, c'est une contamination par l'eau de process ou par l'environnement de production. Ce qui fait que le besoin, si on veut aller plus loin, pour réduire les non-conformités, le besoin, c'est un contrôle en cours de process. Avec des résultats rapides, pour pouvoir avoir un résultat en cours de production, qui s'appuie sur des méthodes simples à mettre en œuvre, parce qu'il faut pouvoir sortir le résultat très rapidement. Donc si c'est compliqué avec beaucoup d'étapes, on n'aura pas le résultat rapidement. Et bien évidemment, sans compromis sur la fiabilité du résultat. Donc c'est pour répondre à ces 3 besoins que j'ai créé Microbes. Nous, pour rappel, ce qu'on fait, c'est du diagnostic microbiologique ultra rapide. Donc notre méthode se compose d'un automate, Yann, que vous voyez à gauche, qui est un laboratoire nomade, autonome, qu'on peut déplacer à souhait. On l'installe là où on en a le plus besoin, soit en petite production, soit dans un labo, sous un PSM, peu importe. Il ne nécessite pas de recalibration à chaque fois qu'on le déplace. Il associe la rapidité, parce qu'il est capable de rendre un résultat aussi fiable qu'une boîte de pétri en 15 minutes. Et quand je dis 15 minutes, c'est TTR, c'est-à-dire de la prise d'essai de l'échantillon au rendu du résultat. Il permet un comptage précis parce qu'on a couplé avec la technologie de cytométrie en phase solide une intelligence artificielle qui a été éduquée sur 40 millions d'événements. C'est très simple d'utilisation, aucune expertise technique n'est requise, ce qui veut dire qu'on peut le mettre en pied de production et l'opérateur de prod qui n'a jamais mis les pieds dans un laboratoire peut lancer l'analyse. Pas d'informatique nécessaire et utilisable en pied de production parce qu'une simple prise de courant suffit. Ça fonctionne avec des capsules. C'est un peu comme la Nespresso, si vous voulez. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a fait la Nespresso de la microbiologie. Donc, c'est des capsules qui sont prêtes à l'emploi, qui contiennent tous les réactifs nécessaires à l'analyse de façon déshydratée. Ce sont des consommables à usage unique, qui sont dédiés aux matrices liquides ou rendus liquides. Il y a une étape d'aspiration de l'échantillon, une étape de microfluidique. Et forcément, si on a du steak haché tout seul, ça
j'ai envie de dire comme sur la boîte de pétri, ça ne fonctionne pas, il faut passer par une phase liquide. Le pourquoi on est extrêmement rapide, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'enrichissement. On vient directement, c'est comme si je vous fournissais des yeux pour voir à n'importe quel moment de votre production si vous avez des contaminants, en temps réel. On est dans la réalité biologique instantanée de la prise d'essai. C'est fonctionnel sur les flores totales aéro et anaérobie dans la même capsule. Et ça, c'est plus pour le pharma. On garantit l'intégrité des données en 21 CFR11. Donc les applications en agroalimentaire, elles sont triples. La première, c'est évaluation des biocharges sur les produits intermédiaires, les matières premières et les autres process. Contrôle de l'environnement, donc contrôle du nettoyage, contrôle des boucles de nettoyage, swabbing des surfaces, contrôle de la qualité de l'air, et puis recherche des causes en cas de problème pour avoir une investigation très rapide. On disait tout à l'heure que quand on a une contamination, il est primordial de pouvoir identifier très rapidement d'où vient cette contamination. On répond parfaitement à ce besoin. On répond à ce besoin parce qu'on a une technologie qu'on a développée depuis maintenant 5-6 ans, qui est extrêmement performante, qui a été validée sur 165 souches bactériennes, incluant 65 genres, et 37 levures moisissures, incluant 20 genres. Vous avez ici en abscisse le log de la boîte de pétri et en ordonnée le log de la méthode Microbes. Vous voyez qu'on est parfaitement corrélé en termes de justesse et qu'on aura un résultat aussi précis que la boîte de pétri. La technologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est extrêmement simple et extrêmement précise, ce qui fait qu'on peut la mettre très facilement en pied de production et sans compromis sur le résultat. Donc on associe la cytométrie en phase solide à l'intelligence artificielle. Ça fonctionne, je vous l'ai déjà dit, avec des cartouches à usage unique. L'opération est entièrement automatisée. Il y a une filtration, un marquage, une analyse, en gros, pour faire très simple, pour rentrer dans le détail. Seulement 3 références à gérer, la cartouche. Et je vous ai dit qu'elle contenait tous les réactifs nécessaires à l'analyse. En fait, il y en a un autre, c'est le petit bac bleu qui contient des molécules qui vont réactiver les molécules qui sont déshydratées dans la cartouche. Et puis, comme la machine elle est capable de s'auto-nettoyer à chaque extinction, on a un petit bac transparent là à droite avec une petite connectique rouge qui a un décontaminant. La machine elle se met en décontamination à chaque extinction. Ça fonctionne sur les échantillons liquides ou rendus liquides. On fournit, si vous le souhaitez, on peut faire des études de faisabilité avant d'adopter la méthode. Ça permet une quantification des micro-organismes viables, parce que c'est uniquement ça qui vous intéresse, aéro et anaérobie. On est capable de quantifier avec précision, de façon linéaire, entre 1 et 10 puissance 4 micro-organismes par volume analysé. En 15 minutes pour des échantillons de 100 microlitres à 10 ml, 40 minutes pour des échantillons de 100 ml. Ce qui fait un flow rate de 32 échantillons par jour. La machine est extrêmement compacte. Elle a 2 petites poignées latérales pour le transporter. Elle se déplace où on en a plus besoin, je vous disais tout à l'heure. Gestion automatisée des DLC grâce à la RFID, des contaminations automatisées. Tout est embarqué. Une simple prise de courant suffit. Donc nous, les machines, aujourd'hui, on est sur le marché depuis quelques mois, enfin une année, un peu plus d'une année. Nos clients les utilisent avant tout pour forcément contrôler l'autre process en 15 minutes. L'environnement de production, on a des clients par exemple qui avant nettoyaient une cuve pendant que le mélangeur tournait, dans le cosmétique par exemple. Ils faisaient une boîte contact, ils mettaient à l'étuve, ils vidaient le mélangeur dans la cuve, ils alicotaient en flacon leurs produits, ils mettaient également le produit à l'étuve et puis ils se rendaient compte qu'ils étaient contaminés au bout de 5 jours. Et puis il regardait et dit « Ah, j'en étais sûr, la boîte de pétri, la boîte contact est positive, ça vient d'un mauvais nettoyage, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Et c'est vrai, vous ne pouvez pas faire autrement. Aujourd'hui, ce que font ces clients, ils nettoient toujours la cuve pendant que le mélangeur tourne, ils font un petit swab, ils contrôlent la qualité du nettoyage avec Yann, et puis si c'est bon, ils vident le mélangeur dans la cuve. Si c'est pas bon, ils refont un deuxième nettoyage. Ils le savent avant de contaminer leur production et avant de constater a posteriori la contamination. Ils viennent la prévenir, ils empêchent qu'elle apparaisse. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi capable de réduire les quarantaines sur les matières premières et sur les produits finis. Modulo parfois quelques adaptations. Donc en retour d'expérience, ce que nous disent nos clients sur les 15 premières installations, c'est que la méthode Yann, une fois implémentée, permet une réduction de 2 à 7 jours du temps de libération des produits sur le marché, qu'elle réduit de 60% les coûts de stockage et de quarantaine,
qu'elle réduit de plus de 50% les frais de casse d'origine microbiologique. Je vous ai parlé tout à l'heure de 85%, pour l'instant on est à 50% estimé, ce qui représente une réduction potentielle du coût de la non-qualité jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Je suis tout oui pour les questions. Merci beaucoup Wilfried. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans l'auditoire pour Wilfried et Yann? Non, aucune question? Merci. Donc, si je comprends bien, ça peut substituer tout ce qui est plan de prélèvement microbio, type Eurofin ou autre. On peut remplacer ça par votre système Yann. Alors, effectivement, ce que nous on souhaite faire, c'est redonner la main au producteur pour contrôler en temps réel sa production et pour gagner en réactivité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est notre méthode. Il faut la voir comme une méthode qui permet de screener à haut débit ce que vous voulez voir, c'est-à-dire quand c'est propre. Et quand vous avez un problème, une contamination, vous prenez le temps de faire comme aujourd'hui. Vous envoyez chez Eurofin, vous faites une boîte de pétri, vous faites autre chose. Vous avez besoin d'identifier, vous identifiez. Mais dans 99,9% de vos échantillons, quand vous voulez être propre, vous êtes propre. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que tous les producteurs de kits jusqu'à présent, vous fournissez des méthodes pour vous prouver plus ou moins rapidement que vous êtes positif. Mais ce que vous voulez vous démontrer, c'est que vous êtes négatif. Vous êtes obligé de confirmer, d'attendre encore plus longtemps pour être négatif. La bonne nouvelle avec Microbes, c'est qu'en 15 minutes, vous savez non seulement si vous êtes positif, mais aussi si vous êtes négatif. Donc on peut mettre en place des plans d'action plus rapidement grâce à votre outil. Tout à fait. C'est ce que je mettais par exemple aussi dans la recherche des causes, dans le pharma notamment, mais dans le food également. Quand on a une contamination, on a besoin de savoir très très rapidement d'où ça vient. Si ça vient plutôt d'une origine humaine ou d'origine water, on va dire. Et là, avec cette analyse, cette méthode, on est capable d'analyser 32 échantillons dans la journée et directement de savoir d'où viennent les contaminations. Autrement, il faut attendre 5 jours pour aller le voir en moisissure. Donc, c'est un gain de temps monumental. Quand on fait les maintenances techniques également annuelles, avant de relancer l'usine, on n'attend pas 5 jours. On vérifie sur des points critiques très rapidement. Donc oui, la réponse c'est on peut substituer. Mais pour une partie, nous on ne fait pas l'identification par exemple. Merci beaucoup Wilfried. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans l'auditoire? Merci. Et sur les pathogènes, on peut pas. Alors, quand je dis TVC, on n'est pas raciste contre les pathogènes, on fait tout. C'est fort total anaérobie. Donc on fait dans les TVC, on a l'intégralité des levures, moisissures et bactéries, qu'elles soient pathogènes ou non pathogènes. Mais les listeria, on ne peut pas le faire. Les listeria, s'il y a une listeria, on va la quantifier. En fait, le principe, par exemple, si vous nettoyez, Hydrachim on parlera mieux que moi, mais il n'y a pas de discrimination. Le nettoyant, il ne va pas spécifiquement tuer les salmonelles et pas les listeria. Il va, normalement, quand on nettoie bien avec un détergent à spectre large, on n'a plus rien. Donc nous, ce qu'on vient vérifier, c'est qu'il n'y a plus rien, par exemple. Donc s'il y a une listeria, on va la voir. Mais on ne va pas vous dire c'est une listeria. C'est une listeria, une salmonelle et je sais pas, un campylot, on va vous dire 3 positifs. Mais on ne va pas vous dire il y a une listeria. Voilà. Il n'y a pas d'identification. Mais comme dans la plupart du temps, vous attendez un résultat négatif, nous, on vient vous prouver très rapidement que vous êtes négatif. Et les rares fois où vous êtes positif, à ce moment-là, vous prenez le temps d'investiguer pour aller identifier des germes pour savoir s'ils sont problématiques pour vous ou pas. Et des fois, c'est même pas la peine lorsqu'on franchit pas le seuil de contamination. Voilà, ça dépend des normes, ça dépend des fois c'est inférieur à 100, des fois c'est inférieur à 10. Voilà. Ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une dernière. Oui. On va dire que c'est l'avant-dernière. Du coup, la différence avec la TP-métrie, c'est que là, c'est uniquement les germes viables qu'on identifie. Alors, il y a plusieurs choses qui différencient notre méthode de la TP-métrie. La première, la sensibilité. La TP-métrie, on est sur un 10,3, 10,4 par ml pour rendre un résultat positif. On est à 1 par volume analysé. Donc après, ce qui va discriminer entre 100 ml et 100 microlitres, ça va être le temps d'analyse, mais on a la même sensibilité sur 100 ml que sur 100 microlitres, premier point. Deuxième point, on n'a pas besoin de traiter le bruit de fond. On n'est pas sensible à la discrimination, enlever l'ATP non microbien, par exemple.
Et l'autre chose, c'est que pour atteindre les populations décelables par la tépémétrie, il faut un enrichissement la plupart du temps. Nous, puisqu'on est extrêmement sensible, on n'a pas besoin d'enrichissement. Et c'est vraiment notre savoir-faire. Merci Wilfried. Rapidement, la dernière question. Et on passera à Sandra. Sarah, bonjour. Bonjour. Moi, ma petite question, c'était par rapport au coût, par rapport aux autres méthodes qu'il y a sur le marché. On est compétitif. En tout cas, ça n'a jamais été un problème pour nos clients. On est sur par exemple, si on prend la solid phase cytométrie, il y a quelques méthodes qui sont sur le marché. La machine doit être à peu près 4 fois moins chère. Et le coût au test est au prix du marché. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup Wilfried. On va passer à la dernière intervention de la part de Sandra sur les produits de nettoyage et désinfection. Merci Sandra. Je fais comme mes confrères, je me mets en côté de l'écran parce qu'on va avoir un torticolis à la fin. Hop. Ça va arriver juste. Je change ou elle arrive. Hop, merci. Donc je vais pas mal compléter effectivement par ce diagramme l'intervention de Christophe. L'hygiène, on le sait, c'est partie intégrante de la production. On a ce maillage. Moi, je dis souvent à nos clients, il n'y a pas que le nettoyage et la détergence. Ça fait partie du process pour les contaminations et effectivement pour assurer la sécurité et la qualité d'un produit fini. Eh bien, les services qualité, l'ensemble des opérateurs d'un site vont intervenir, regarder avec précision tous ces items. Bien entendu, si une matière première est contaminée, le produit fini le sera. C'est des évidences, mais je les rappelle. On a également dans ce processus de sécurité de qualité le process de fabrication. Là, on peut zoomer effectivement sur la prise en compte de l'air et de l'eau dans ce process. On l'a vu également, l'eau est un paramètre hyper important au niveau des contaminations et notamment au niveau de la détergence et de la désinfection. Technologie, là je veux zoomer là-dessus sur la nettoyabilité du matériel. Forcément, un matériel mal conçu qui se nettoie mal, on va avoir des points morts et le risque de formation de biofilms. Donc ça, c'est vraiment très important. Dans cette thématique, on pourrait aussi avoir la différence entre les surfaces poreuses ou non poreuses. Donc là aussi, forcément, ça va jouer un rôle important dans nos process de nettoyage. Forcément, les flux de transport, de stockage, là, on est sur des thématiques de la marche en avant. Forcément, là, si on n'assure pas une marche en avant en industrie, c'est également des évidences, mais on le voit encore souvent. On a des flux qui sont pas respectés, avec peut-être aussi du personnel pas suffisamment formé, ou tout simplement des locaux qui sont vieillissants, qui sont pas adaptés à l'évolution, à la croissance de l'entreprise. Donc là, c'est la partie prise en compte des locaux dans cette partie hygiène et bien entendu l'hygiène générale de l'usine. Une accumulation de déchets ou des zones déchets qui ne seraient pas correctement positionnées, évidemment, on aura un impact sur l'hygiène. Et bien entendu, et ça c'est toujours des focus importants, l'hygiène du personnel, toute la journée, à tout moment. C'est pas que le matin ou c'est pas que à la pause. L'hygiène du personnel, c'est en permanence tout au long du process de fabrication pour avoir un produit fini. Donc c'est vrai que nous, Hydrachim, un expert en détergence et désinfection, on intervient en tout cas sur l'ensemble de cette boucle. On n'est pas là uniquement après l'usine à intervenir pour préconiser des produits détergents ou désinfectants. On va assurer des audits pour, comme je disais tout à l'heure, avoir un œil neuf aussi et dire il y a des évidences, il y a peut-être des choses, tout simplement, je donne toujours un exemple, quand on arrive dans les usines et que le pédiluve à l'entrée de l'usine il est vide, il n'y a plus de produits, c'est tout. Ça veut dire qu'on est rentré dans l'usine avec des chaussures qui ne sont pas passées et qui ne sont pas été désinfectées. Donc c'est un risque de contamination sur le site.
Donc là, un autre focus, hein, pareil, je rappelle des évidences, mais c'est les bonnes pratiques du nettoyage en industrie. On nous parle souvent, souvent quand il y a un problème de contamination, on dit c'est le process de nettoyage ou le produit désinfectant qui est pas bon. On voit sur ce diagramme que c'est une petite partie les produits. Un process de nettoyage et de désinfection, ça passe par ce qu'on appelle les 4 paramètres essentiels, hein, le TAC, donc la température, l'action mécanique, la concentration chimique et le temps. Et surtout sur les méthodes de nettoyage. On voit bien là que forcément sur un site de production, un atelier par zone, le rangement, le prélavage, le balayage, l'élimination des déchets organiques, ça vaut pour 75% dans les étapes d'hygiène. Si vous utilisez un produit désinfectant sur de la matière organique, il aura beau être testé sur des matières interférentes, il ne va pas suffire à lui-même. 15% sur la partie lavage. Donc là, sur cette partie-là, on va déterminer le bon produit qu'il va falloir utiliser en fonction des produits fabriqués sur le site de production. On va, si on est sur un site avec certaines matières organiques, on va utiliser plutôt des produits alcalins chlorés. Si on a des problématiques d'entartrage, on va plutôt utiliser des acides. Si on a des gros problèmes de biofilm qu'on aura identifiés lors des audits, là, on va plutôt préconiser des produits enzymatiques pour essayer de détruire les biofilms. Et cette part de lavage est très importante, tout en respectant, alors je pourrais donner pas mal d'exemples sur ces 4 paramètres du TAC, mais on n'a pas forcément le temps, mais voilà, ça va dépendre des surfaces, ça va dépendre des produits. Ça fait aussi partie de nos process de formation. Le rinçage et la désinfection ne rendent que 3% dans ce process de nettoyage, de désinfection en industrie. Donc c'est vraiment la préparation du support. On commence à désinfecter dans une industrie quand tout est déjà visuellement propre. Il n'y a aucune contamination visuelle au niveau de l'atelier. Et pour éviter là les contaminations chimiques, la phase de rinçage finale là est également très très importante puisque ça peut faire partie aussi des contaminations croisées d'ordre chimique. Donc c'est aussi important en industrie. Donc cette petite slide, c'est pour faire un focus sur, j'en ai déjà parlé, effectivement, on a plusieurs types de surfaces en industrie. Vous le savez bien, les surfaces ouvertes, les circuits fermés. On a des surfaces qui vont nous faire zoomer sur la nettoyabilité au niveau des process. On a souvent des process qui sont extrêmement compliqués avec des risques de contamination d'une chaîne à une autre, des risques de contamination sur le même process. Et on va avoir 3 grandes catégories de produits utilisables. On va avoir les produits, bien sûr, détergents. J'en ai parlé, les alcalins, les acides, plutôt sur matière minérale ou organique. On va avoir les gammes enzymatiques qui sont très importantes lorsque l'on détecte des biofilms sur les surfaces. Donc là, avec ces gammes-là, c'est plutôt des gammes qui évoluent pas mal. On a beaucoup de recherche et d'innovation qui vont de plus en plus être sélectives sur des typologies de biofilms, pardon, et là qui vont aller casser la matrice du biofilm pour que derrière on puisse par un autre détergent ou par un désinfectant attaquer les micro-organismes qui sont sortis du biofilm. Et puis toute une famille de désinfectants. Un petit focus sur cette famille désinfectants. Là aussi, la réglementation évolue énormément. Il y a quelques années, on avait des produits désinfectants qui étaient bactéricides, fongicides, virucides, qui étaient normés. La réglementation évolue sur ce sujet, c'est-à-dire que maintenant, on affine énormément
l'efficacité de nos désinfectants en fonction de la typologie de la matière à désinfecter. C'est-à-dire on ne va pas utiliser la même dose de désinfectant dans une industrie qui fait de la viande, dans une industrie de la boisson avec de la bière ou dans une industrie du plat préparé en poisson. Nos produits, on va les tester, les tester avec des matières interférentes. Et donc maintenant, la réglementation affine. On a à notre disposition des normes qui nous permettent de dire qu'en matière interférente du sang en industrie de la viande, peut-être qu'un produit va être utilisé à 2% et en industrie de la bière, il va être utilisé à 3%. Donc on va avoir, et ça c'est important dans la formation et dans la préconisation de nos produits, c'est qu'il n'y a pas un produit pour une industrie, il y a un produit, il y a des doses d'application avec des temps de contact, avec des températures d'utilisation spécifiques à l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment à regarder. On a à notre disposition maintenant des éléments, des tests qui nous permettent de différencier les doses de désinfectants en fonction de la typologie d'industrie. Hein. Voilà. Alors, moi, j'ai voulu aussi aujourd'hui faire un focus sur l'importance de la prestation de service sur un partenaire qui vous fournit les produits détergents et désinfectants. Ce n'est pas que justement la fourniture de produits. Déjà, il y a une étude globale, une étude économique globale sur l'ensemble de votre process de nettoyage. Mais il y a vraiment un accompagnement. Il faut savoir qu'on fait en fonction de nos clients, une fois par trimestre, une fois tous les mois. Ça va dépendre de la taille, mais on va faire des audits sectorisés. Donc on va faire un focus, on va apporter cet œil extérieur et on va dire voilà, là sur cette salle de transformation, voilà les points que l'on a détectés où il y a des points d'amélioration et on va vraiment travailler avec les services qualité pour essayer de mettre du focus. On va faire des rendez-vous thématiques et on va surtout apporter notre expertise et faire des formations du personnel qui assure le nettoyage et la désinfection. Je sais qu'on a tous des problématiques de recrutement, de turnover. On est dans un bassin où on a des pénuries de main-d'œuvre et nous, on est confrontés tous les jours, nos équipes sont confrontées tous les jours à des gens qui arrivent, qui intègrent les équipes, qui ne sont pas formés, qui ne savent pas ce que c'est que l'hygiène et la désinfection. Et ça, c'est hyper important dans ce schéma de contamination croisée. Si vos personnels ne sont pas formés, forcément le risque est accentué. Donc là, on voit bien d'année en année que cette partie formation, donc on a essayé de mettre en place des formations ludiques qui suscitent de l'intérêt, que ce soit pas un peu chiant, parce qu'après ça peut être vraiment rapidement barbant pour les équipes. Donc voilà, on essaye d'utiliser de la pédagogie pour former les équipes d'hygiène et de nettoyage, parce que pour moi, c'est un facteur clé de l'hygiène en industrie. Si les gens ne savent pas ce que c'est, comment et où est-ce qu'il faut regarder, malheureusement, on a un grand risque de contamination et de sécurité alimentaire dans les industries. Hein. Donc, une expertise, voilà. Hein, donc, ce que j'ai voulu mettre en évidence là, c'est qu'il n'y a pas que le produit. Il y a tout un schéma, il y a toute une formation, une préconisation sur la partie nettoyage et désinfection, avec une validation, avec des experts de l'hygiène comme nous, une préconisation et une validation de protocole. Hein. Voilà. Merci beaucoup Sandra, extrêmement intéressant. On a 2-3 minutes pour quelques questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'auditoire pour Sandra ? Alors moi, je vais avoir juste une petite question. Sandra, je me posais la question, en ce moment, on est beaucoup sur les produits respectueux de l'environnement, écolabel, ces choses-là. Est-ce que ça pose des problèmes sur le développement de nouveaux produits ? Est-ce qu'on a la même efficacité qu'avant, sachant que maintenant, on prend en compte quand même cet aspect environnemental qui ne l'était pas avant ? Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, ça c'est des enjeux. On développe nous dans nos laboratoires de R&D de nouvelles formules plus respectueuses de l'environnement.
On a de plus en plus accès à des matières premières qui sont éco-certes, qui sont d'origine végétale ou minérale. On n'a pas, comme d'autres marchés, d'autres secteurs d'activité, autant de matières que l'on souhaiterait. Mais on a quand même à notre disposition un certain nombre de matières où on peut proposer des produits éco-certes. Mais on doit faire attention en industrie agroalimentaire effectivement à l'efficacité et c'est la limite. On va forcément nous rechercher de l'efficacité. Si je prends l'exemple des biocides, là on a quand même une problématique. Il n'existe pas énormément de biocides dits verts, dits écologiques. On en a quelques-uns. On a les peroxydes d'hydrogène, les acides lactiques, mais on ne va pas trouver ces biocides-là l'efficacité qu'on va pouvoir retrouver sur d'autres typologies comme des chlorés, comme des peracétiques, etc. Donc il y a des limites. J'imagine que ça peut être compliqué pour de nombreux produits. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'auditoire ? Écoutez, moi je vais continuer sur une dernière. Je me posais la question pour avoir travaillé beaucoup sur les biofilms précédemment. Vous en avez parlé pendant votre présentation, mais qu'est-ce que vous conseilleriez pour vraiment éradiquer un biofilm ? Alors vous avez parlé du produit enzymatique, mais je pense qu'on est peut-être sur des combos de produits ensemble pour pouvoir... Alors oui, alors déjà il faut les détecter. Alors partons sur le principe qu'il est détecté. Ouais, voilà. Donc là, effectivement, il faut le détecter. Donc ça, c'est la première partie. Il faut effectivement faire un travail de conception du matériel pour pas avoir ces points morts, etc. Et malheureusement, nos systèmes sont faits ainsi. Donc effectivement, la solution, c'est de travailler avec des produits enzymatiques qui vont aller casser ce biofilm, et ensuite de travailler avec des produits détergents qui vont aller éliminer les bactéries après avoir coupé finalement le biofilm, et ensuite utiliser le bon désinfectant. Et ensuite, il faut traiter. Il faut essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'on a eu du biofilm qui s'est formé à cet endroit, sur cette surface, et trouver la solution, tout simplement. Donc souvent, un biofilm, il va s'attacher parce qu'il reste de la matière organique, il reste de la matière minérale, et puis les petites bactéries se sont attachées et puis forment le biofilm. Donc c'est finalement bien nettoyer, bien détartrer pour pas que les bactéries puissent former ce biofilm. Oui, j'imagine souvent quand le biofilm apparaît, c'est qu'il est déjà trop tard. Il est trop tard. Donc il y a des solutions préventives et curatives. Donc quand on est dans le curatif, ensuite il faut revenir sur du préventif. Oui, j'imagine. Oui. Très bien. Merci beaucoup Sandra pour vos réponses. Écoutez, moi je vous remercie. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Je vous laisse applaudir rapidement les intervenants. Et je vous invite à profiter du salon de CFIA les 2 jours restants. Merci beaucoup.